On vient de voir 4 types de cellules qui vont composer le tissu osseux. Maintenant, je vous parlais un petit peu de matrice extracellulaire. Je vous ai décrit rapidement en quoi ça consistait. Ici, on a un peu plus de détails. Donc, en fait, la matrice extracellulaire qui va être à l'extérieur des cellules osseuses, il y a des composantes organiques et inorganiques. En fait, inorganiques, essentiellement, au niveau de l'os, c'est des minéraux, en fait. Donc, au niveau organique, on a des fibres de collagène, des longues protéines en forme de ruban ou de spaghetti, si vous voulez, qui vont être produits par des cellules qu'on appelle des fibroblastes, exemple. On dit aussi que c'est une substance semi-liquide. Donc, ce qu'on appelle la substance fondamentale, c'est une substance semi-liquide. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau, mais également, ce qui va être solubilisé dans cette eau, il y a des glucides, qu'on appelle des protéoglycanes. En fait, c'est des glycoprotéines. Hein. C'est une molécule faite à base d'acides aminés et de glucides, mais qui a une structure de sucre très particulière. Puis il y a d'autres sortes de glycoprotéines également. Ce qui va venir un petit peu épaissir cette espèce de soupe-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est semi-liquide. C'est relativement visqueux, si vous voulez. Et c'est cet ensemble de glycoprotéines et particulièrement de collagène va permettre une meilleure résistance à l'os en termes d'étirement. Donc, je vous l'ai déjà dit, si vous faites un mouvement, un sport, un mouvement avec une grande amplitude, ça amène des contraintes physiques assez importantes sur l'os et ça donne une certaine capacité à l'os. On parle d'étirement, mais on parle aussi, imaginez-vous, une espèce de souplesse, si vous voulez. Plus qu'on est rigide, plus qu'on risque de casser. Donc, il y a une certaine souplesse qu'on peut retrouver au niveau de la matière osseuse comme ça, qui est essentiellement assurée par ces molécules-là. Donc, une déficience de collagène ou de glycoprotéines pourrait affecter justement cette capacité de souplesse-là et on favoriserait possiblement une fracture dans un cas de choc ou d'accident ou de choc répété ou peu importe. La composante inorganique, c'est essentiellement des composés à base de calcium pour l'essentiel. Donc, il y a du carbonate de calcium, ce qu'on appelle l'hydroxyapatite, pardon. Donc, les formules ne sont pas à apprendre, évidemment. Les termes non plus. Tant que vous comprenez qu'il y a beaucoup de calcium ou de composés incluant le calcium, donc beaucoup de minéraux. On vous parle de sodium, donc de sodium que vous connaissez bien, de magnésium. Il y a du fer aussi qu'on peut retrouver en plus faible quantité. Donc, il y a plusieurs minéraux comme ça. Et leur rôle, c'est vraiment le terme aussi important, le deuxième point, c'est qu'on vient durcir la substance fondamentale. C'est quoi la substance fondamentale? C'est ce que je l'écris en bleu tantôt. Donc, vous allez vous rendre compte éventuellement que le cartilage, on parlait de cartilage hyalin, par exemple, c'est à peu près la même substance fondamentale. La grosse différence avec le tissu osseux, c'est tout simplement ces minéraux à base de calcium qui vont venir durcir la substance fondamentale, ce qui donne l'aspect vraiment solide à l'os. Donc, c'est essentiellement ça le concept, c'est de déposer des cristaux de minéraux pour durcir la substance fondamentale. Deux nouveaux termes, mais qui illustrent un concept que j'ai déjà expliqué précédemment. Donc, contrairement à ce que vous pensiez, je vous ai déjà dit que, en fait, la matière osseuse, elle est toujours en train de changer. Hein? Donc, il y a toujours 24 heures sur 24, vous n'en rendez pas compte, mais on dégrade un peu d'os, puis on en reconstruit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le terme ossification versus résorption. Donc, ce qui est en vert, ossification, veut simplement dire qu'on ajoute la matière osseuse, donc on produit la matière osseuse. Et quand vous voyez le terme résorption, c'est qu'on va dégrader de l'os. Et ce n'est pas simplement dans des cas de pathologie. Moi, je peux vous dire que ce soir, quand vous allez dormir, vous allez être à jeun et vous risquez de tomber en hypocalcémie. Okay? Donc, vous allez avoir moins de calcium au niveau sanguin, c'est normal. Et le calcium est un élément important pour le fonctionnement du système cardiaque, musculaire, nerveux, peu importe. Donc, pas de calcium, on est dans le trouble. Alors, il y a des hormones qui vont faire en sorte, puis d'autres messagers chimiques, qui vont faire en sorte qu'on va stimuler l'activité des ostéoclastes, ce qu'on appelle la résorption osseuse. Les ostéoclastes, c'est pour casser, on casse de l'os. Un terme plus élégant que casser, c'est de la résorption. Donc, on fait littéralement casser de l'os ou de la résorption osseuse pour libérer, donc on dégrade la matière osseuse, mais l'idée c'est de libérer du calcium. Ça va remonter le taux de calcium sanguin.
Il y a d'autres situations qu'on peut activer les ostéoclastes, mais c'est une classique. Donc, chaque nuit, on va faire ça. Puis quand vous allez déjeuner le matin, vous allez reprendre un déjeuner avec des fruits, produits laitiers ou peu importe, vous allez avoir une source de calcium. Bien là, le surplus de calcium, vous allez être en hypercalcémie, on va favoriser le mouvement inverse. Donc, on va faire de l'ossification osseuse. Dans ce cas-ci, c'est les ostéoblastes qui vont être activés et ils vont non seulement produire le matériau ostéoïde, mais en plus, on va utiliser ce nouveau calcium pour durcir ce matériau, pour le mettre sous sa forme osseuse. Donc, c'est littéralement la matière fondamentale produite par l'ostéoblaste qui sera durcie par ces minéraux-là pour le transformer en os. Donc, on va ajouter de la matière osseuse. Et comme je vous ai déjà dit précédemment, il y a une espèce de balance qui doit se faire entre les deux. Ce n'est pas grave de perdre un peu de matière osseuse au cours de la nuit si on est capable de la reconstruire le lendemain. Et c'est assez étonnant, mais au bout d'une année, ce changement de matière-là à déposer de la matière ou en retirer, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de livres de matière osseuse qui bougent comme ça. On ne réalise pas, mais c'est très, très actif en fait. Maintenant, on vous dit des éléments que vous avez sûrement entendus dans votre vie, c'est très bien connu là, au niveau de la population. On a besoin évidemment de calcium pour durcir les os, mais on a besoin aussi beaucoup de vitamine D et de vitamine C pour bien construire de l'os ou déposer ou faire de l'ossification osseuse en fait. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui permet l'absorption du calcium alimentaire au niveau de l'intestin grêle. Donc, si vous n'avez pas de vitamine D, quand même bien que vous mangez des tonnes de calcium, vous allez le perdre dans les selles, vous allez l'évacuer. Pour faire passer le calcium, pour l'absorber au niveau de l'intestin grêle et qui retourne en passage, en circulation sanguine en fait, on a besoin de vitamine D. Donc, c'est une substance qui est difficile à absorber en fait. On a besoin de certaines enzymes et de la vitamine D. Donc, évidemment, pas de calcium. Donc, si quelqu'un ne mange pas de calcium, ça amène un problème. On ne peut pas durcir l'os. Mais même si vous mangez du calcium, si vous avez une déficience de vitamine D, vous avez le même problème parce qu'on n'est pas capable d'aller récupérer le calcium qui a été digéré dans les aliments. La vitamine C, c'est essentiellement donc une vitamine qu'on retrouve facilement dans les agrumes, entre autres. Pourquoi? C'est pour le collagène. Donc, j'ai besoin de vitamine C pour la synthèse de collagène. Et on a vu que c'était une composante importante pour le matériau ostéoïde, surtout quand elle était sous sa forme de substance fondamentale. Donc, évidemment, une carence d'une vitamine ou l'autre va affecter comme ça la composition osseuse. Il y a une maladie qui est très rare au Québec, mais qui s'appelait le scorbut, qui était une déficience de vitamine C qui amenait justement un problème au niveau des gencives, des dents et tout ça, et généralement au niveau de l'ossification, justement parce qu'on avait cette carence de collagène. C'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Il y a quelques cas au Québec, semble-t-il, mais très, très rare, et c'est essentiellement pas une carence de vitamine, c'est simplement un trouble métabolique qui fait qu'on n'est pas capable de l'absorber. Parce que la vitamine C, il y en a partout, hein, dans beaucoup de fruits, beaucoup d'aliments, donc c'est très, très facile. Le problème qu'on a généralement, c'est la vitamine D qui est plus difficile à aller chercher. Sa forme, et c'est une protéine c'est une vitamine complexe pour son activation. Vous le savez, vous l'avez étudié déjà, mais un petit rappel, on a besoin de plusieurs organes, la peau, le foie, qui va permettre différentes transformations d'une molécule précurseur qui sera éventuellement la vitamine D. Et cette transformation finale se fait au niveau des reins. Et donc, ça me prend 3 organes fonctionnels pour justement produire cette protéine-là, ou en fait la mettre sous sa forme active. Et vous savez aussi qu'on l'appelle souvent la vitamine soleil, parce que les rayons ultraviolets vont venir fragmenter cette première molécule précurseur au niveau de la peau, donc qui est une étape importante également. Beaucoup plus difficile à aller chercher et à produire, donc c'est pour ça qu'au Canada, au Québec, entre autres, on a une règle, une loi qui pousse l'industrie à rajouter de la vitamine D dans le lait de façon artificielle, simplement pour favoriser l'absorption de calcium, parce qu'évidemment, le lait, c'est un produit que beaucoup de gens consomment, très riche en calcium, puis pas de vitamine D, ça ne donne rien. Donc, on ajoute la vitamine D dans le lait, et là, on s'assure que la part de calcium va être absorbée. Donc, c'est pour ça qu'on la met dans le lait. Et comme elle est plus compliquée un petit peu à aller chercher dans les aliments, c'est pas tous les aliments qu'il y en a, évidemment, c'est une façon de s'assurer que l'ensemble de la population a accès.
vitamine C, ben, comme je disais, beaucoup plus facile. Même les jus très sucrés qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé, il y a de la vitamine C très souvent. Donc là, il n'y a pas de problème généralement de carence. On a parlé déjà en début de capsule qu'il y avait principalement 2 tissus osseux, le compact et le spongieux. Donc je vous montre un petit peu comment le compact est fait. Ce qui est très particulier, et là on va résoudre une question que j'avais posée dans la capsule et que je n'avais pas répondu encore. Comment on fait pour alimenter justement le tissu osseux? Donc vous avez déjà une petite idée. On a vu qu'il y avait une artère nourricière qui passait par un foramen, un trou. Ensuite on a vu des cellules particulières, des ostéocytes qui formaient des espèces de canaux microscopiques pour alimenter. Là, le chaînon manquant qui manque, entre les cellules ostéocytes qui forment des canaux, qu'on devine un petit peu ici, et les différentes artérioles, exemple dans la cavité médulaire, il y a ce qu'on appelle un ostéon qui va permettre justement de faire la connexion entre les ostéocytes et les vaisseaux sanguins. Donc un ostéon, c'est quoi? C'est comme l'unité de base. Okay? Je dirais l'unité de base qui va composer la matière compacte. Puis il n'y en a pas dans l'os spongieux. Les ostéons, c'est simplement dans le tissu compact. On vous dit que c'est une unité fonctionnelle, ça ressemble un petit peu à des cercles concentriques comme ça. Et ça, c'est un ostéon. Donc, l'équivalent de ce que je viens de dessiner, c'est un ostéon. Le tissu osseux compact, c'est très simple, c'est plusieurs ostéons qui vont se superposer un sur l'autre. Donc, l'image ici, elle est excellente. On voit justement les espèces de lamelles osseuses, qu'on appelle. C'est en fait des tissus, en fait, c'est du matériel ostéoïde qui se dépose par couches successives. Mais ce qui est particulier dans l'ostéon, c'est qu'il y a un trou au centre. Ça rappelle un peu un beigne, un trou de beigne, donc un espace. Et cet espace-là ne sera jamais rempli de matière osseuse. C'est pour faire passer les vaisseaux sanguins. Donc, on le voit ici, les vaisseaux sanguins, les nerfs vont pouvoir circuler au centre, comme ça, de l'ostéon. Et c'est très bien fait parce que ce qu'il faut imaginer, exemple, ici, j'ai des ostéocytes ou des ostéoblastes, et disons que c'est un ostéocyte, mais ils vont faire des espèces de canaux microscopiques qui vont se brancher sur les vaisseaux sanguins ici, et on va pouvoir transporter comme ça, unir chaque ostéocyte pour faire circuler les nutriments des vaisseaux sanguins vers les cellules. Parce que vous comprenez que la cellule j'encercle ici, elle est très éloignée des vaisseaux sanguins, donc elle n'a pas accès aux nutriments. Donc, le tissu osseux compact, il n'y a pas de cavité comme dans le tissu spongieux. C'est de la matière osseuse partout, mais on laisse un trou au centre qu'on appelle le canal de l'ostéon, qui permet le passage de vaisseaux sanguins. Et grâce aux ostéocytes qui forment des espèces de canaux miniatures, on pourra comme ça distribuer les nutriments au niveau du tissu osseux compact. Donc, c'est un système qui est ingénieux. Et les canaux, je ne l'ai jamais dit, mais là, je le mentionne, les canaux d'ostéocytes microscopiques, on appelle ça, en fait, je dis des canaux, mais ce n'est pas le vrai terme, on appelle ça des canalicules. Donc, vous pouvez les deviner ici sur en fait, c'est une excellente photo ici de microscopie. On reconnaît les ostéocytes et les espèces de petites lignes noires que je pointe présentement, c'est les fameux canaux. En fait, on en voit un ici plus clair, ici également, qui vont relier les différents ostéocytes comme ça. Si vous voulez une image encore plus précise, donc, ici, on est dans la diaphyse de l'os. Hein. On voit ici l'encadré. Je fais un zoom, un agrandissement comme ça ici. On reconnaît les ostéocytes avec les canalicules que je parlais, donc les espèces de conduits comme ça qui vont se former. C'est les cellules les plus âgées. Donc, techniquement, je commence autour du canal de l'ostéon. Voici un ostéon ici. On ne les voit pas, mais on a des ostéoblastes qui produisent de la matière osseuse tout le tour. Elles vont s'emprisonner, se transformer en ostéocytes qui vont former les canalicules. Et plus que je m'éloigne du canal de l'ostéon, puisque c'est des ostéocytes, les jeunes cellules, généralement, vont être autour ici, pour produire la matière osseuse. Et littéralement, on voit ces cellules-là qui vont faire donc un réseau de canalicules pour se nourrir. Et ce que j'aime bien, c'est la coupe qu'ils ont fait ici. Donc, dans ce tissu osseux spongieux, on voit très bien comment les vaisseaux sanguins et les nerfs vont se distribuer comme ça dans chacun des canaux pour chacun des ostéons. Et littéralement, c'est de la matière osseuse qui se dépose sous forme circulaire. Et ici, les lamelles, ben, on n'a plus d'ostéon, mais c'est encore des couches de tissu, de matériaux ostéoïdes, tout simplement, produits par les ostéoblastes. Faire attention, ici, j'ai de l'os spongieux, même si on est dans la diaphyse, je vous disais qu'il y avait une mince couche, donc la cavité médulaire serait ici, juste pour qu'on puisse se situer, donc c'est la cavité ici. Et ici, on a quand même une mince couche de tissu
spongieux qu'on retrouve dans les épiphyses, mais aussi ici comme couche interne de la diaphyse. On verra sa composition bientôt. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est déjà écrit ici. Donc, je vais sauter cette diapositive. Je ne vais pas la répéter 2 fois. Et le spongieux, c'est un petit peu différent. Donc, on n'a pas d'ostéome, on a une structure différente qu'on appelle la travée ou trabécule. Donc là, ici, si vous voyez ce terme-là, vous savez qu'on voit ça seulement dans le spongieux, alors que dans l'os compact, c'est des ostéomes. Je l'ai dit déjà également, c'est la particularité. Contrairement aux ostéomes qui donnent une grande solidité à l'os compact, les travées sont là pour offrir une meilleure résistance aux contraintes sur l'os. J'ai pas d'image parfaite pour illustrer ça, c'est de la mécanique physique, ou physique mécanique, je devrais dire, mais l'image qui me vient en tête pour vous illustrer ça un petit peu, c'est un roseau et un chêne. Donc le roseau, c'est un petit peu les trabicules, l'os spongieux, qui est plus léger, rempli d'air et tout, mais qui est capable de se plier s'il y a un ouragan, qui est une très grande contrainte, il ne va pas casser. Le chêne à côté, l'arbre qui est très massif, c'est de l'os compact. Je donne un coup de poing dedans, il absorbe facilement, puis il ne cassera pas. Mais si la contrainte devient extrême, il n'est pas capable de plier, puis si la contrainte mécanique est trop forte, il va casser littéralement, ce qui amène une fracture de l'os en fait. Donc, c'est 2 types de tissus qui ont 2 capacités complètement différentes. Point de vue de l'anatomie, si vous regardez ici, donc l'os spongieux, que ce soit dans les épiphyses, c'est la même chose. Donc ici, quand je vous parlais de travée ou trabécule, c'est les espèces de tiges que je pointe. Et si je fais un agrandissement de cette tige-là, on voit ici, tout simplement, c'est les mêmes cellules, les ostéoclastes, ostéoblastes, ostéocytes, sauf qu'il n'y a pas de cavité, il n'y a pas d'ostéon, il n'y a pas de canal d'ostéon. Et là, on se demande, mais comment je vais faire pour les nourrir si cette travée est remplie? Mais il ne faut pas oublier que le tissu spongieux a beaucoup de cavités vides comme ça. Et les vaisseaux sanguins qu'on voit ici, en fait, ce n'est pas dessiné, mais imaginez-vous que, oui, je passe par l'ostéon dans le compact, mais quand j'arrive au spongieux, à ce niveau-ci, ou dans les épiphyses, on va faire en sorte, en fait, on va déplacer les vaisseaux sanguins, je vais le faire ici, mettons l'artérielle, va passer dans les trous comme ça, un peu partout. Et ce que ça fait, c'est que chaque cavité, comme ça, il y a un vaisseau sanguin qui passe, et par diffusion, on va pouvoir quitter, nutriments, oxygène, quitte les vaisseaux sanguins à proximité, puis les ostéocytes qui sont très proches du vaisseau sanguin aura tout simplement accès. Donc, c'est relativement plus simple, entre guillemets, puisque je peux permettre le passage des différents vaisseaux sanguins. Pour terminer, on va parler un petit peu de cartilage. Donc, ça ressemble beaucoup à la matière osseuse. On a déjà parlé de leur fonction du cartilage, exemple myélin, qui est beaucoup plus flexible et souple et compressible. On peut écraser le cartilage, on ne peut pas écraser l'os. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de minéraux, donc c'est ce qui donne... En fait, on reste sous forme de substance fondamentale qu'on discutait plus tôt. Je l'ai dit en début de capsule, mais j'insiste, c'est une erreur qu'on fait souvent. Il n'y a pas de nerfs, contrairement au tissu osseux, et il n'y a pas de vaisseau sanguin, donc ce qui est assez étonnant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tissu qui est avasculaire, pardon. Donc voilà, je m'excuse pour le petit cafouillage. Maintenant, on a le même genre de cellules, des jeunes cellules blastocytes. Quand on parle ostéopathe, hein, quelqu'un qui s'occupe des os, ostéoblaste, jeune cellule osseuse, on en a déjà discuté, mais il ne faut pas les mélanger avec les chondros. Chondroblaste ou chondrocyte réfère à cartilage. Donc, c'est pour cartilage peut-être, pour vous aider à ne pas les confondre avec les cellules de type ostéoblaste ou ostéogénique, donc associées à l'os. Essentiellement, on produit du cartilage, la matrice cartilagéneuse, c'est de l'eau, c'est des glycoprotéines, c'est du collagène, comme on a déjà discuté. La différence, elle est ici, elle est essentielle, c'est qu'en fait, les chondroblastes, un peu comme les ostéoblastes dans l'os, vont produire de la matrice cartilagéneuse, sauf qu'elles vont être emprisonnées. Et là, ce qui va arriver, c'est que là, ces cellules-là vont pouvoir se transformer en chondrocytes également, mais ces chondroblastes matures ou chondrocytes vont finir emprisonnés, ils vont finir par mourir. Et on va les éliminer, ce qui va laisser un trou dans la matrice, ce qu'on appelle la lacune. Et ce trou-là, en fait, pourra permettre le passage de vaisseaux sanguins, entre autres choses, ou encore de cellules osseuses, comme les ostéoblastes, qui pourront migrer pour éventuellement produire la matière osseuse et transformer
le cartilage en matière osseuse si nécessaire. Par exemple, quand on veut former un os, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour la plupart des os. On a aussi un tissu qu'on appelle le périchondre, qui est simplement un tissu externe. En fait, c'est un tissu conjonctif qui va vraiment protéger le cartilage et aussi maintenir sa forme. Ce qui est plus important de ce que je viens de dire, c'est le tableau ici. Donc, être capable de détecter, d'identifier les différentes caractéristiques du tissu osseux par rapport au tissu cartilagineux. Donc, c'est quoi les différences? Bien, évidemment, les cellules, j'en ai parlé. Le calcium seulement dans l'osseux, mais pas dans le cartilage. Il n'y a pas de vaisseau sanguin, pas de nerfs, contrairement à l'os. Donc, des choses qu'on a mentionnées. C'est un petit tableau synthèse qui résume tout ça. Alors voilà, ça termine cette première capsule sur le système squelettique. Dans la prochaine capsule, on va discuter un peu plus du remodelage osseux et aussi de la consolidation osseuse. Donc, en fait, comment suite à une fracture, nos os sont capables de se réparer. On va voir qu'ils vont se réparer d'eux-mêmes. Et donc, ce sera le sujet de la prochaine capsule. Alors, je vous souhaite une bonne étude et à bientôt.